Regarde ta main, là, maintenant. Lève-la. Regarde tes doigts. Tu vois quelque chose? Bien sûr, tu vois la peau, les veines, peut-être les lignes de ta paume, mais ce que tu ne vois pas, c'est la chose la plus extraordinaire qui existe dans toute la réalité. Parce qu'en cette seconde précise, pendant que tu regardes ta main, il y a 145 000 trilliards de trilliards de trilliards de protons dans ta peau, dans tes os, dans chaque molécule d'ADN qui fait de toi, toi. Et chacun de ces protons existe depuis exactement 13 milliards 800 millions d'années. Plus vieux que n'importe quelle montagne, plus vieux que la Terre, plus vieux que le Soleil. Le proton qui est dans ton index en ce moment existait déjà quand l'univers n'avait que 3 minutes. Il a survécu à la naissance des premières étoiles, aux supernovae, aux trous noirs, à toute l'histoire cosmique. Et jamais, jamais, il ne s'est désintégré. Il est immortel. Maintenant, je parie tout ce que tu veux que ni ton prof de chimie au lycée, ni ton professeur de physique à la fac, ni même tes parents ne savent t'expliquer ce qu'un proton est réellement. Parce qu'il s'avère que tout ce qu'on t'a appris à l'école était un mensonge. Pas exactement un mensonge, plutôt une simplification tellement brutale qu'en gros, on te décrivait une Ferrari en te disant que c'est un truc en métal qui bouge. Au cours des 120 prochaines minutes, on va faire quelque chose que tu n'as jamais fait. On va littéralement pénétrer à l'intérieur du proton. On va explorer cet univers miniature comme si c'était une planète inconnue. Et je te garantis qu'une fois ce voyage terminé, tu ne regarderas plus jamais ta main de la même façon. Parce que ce que je vais te montrer, c'est que la réalité est infiniment plus étrange, plus violente, plus chaotique et plus belle que ce qu'aucun enseignant ne t'a jamais raconté. Bienvenue à l'intérieur du proton. Avant de commencer à descendre dans les profondeurs les plus abyssales de la matière, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ce n'est pas juste de la science, c'est personnel. Parce que, vois-tu, il y a une question que l'humanité se pose depuis le moment où nous avons commencé à réfléchir à ce dont nous sommes faits. Les Grecs pensaient que tout était eau, puis feu, terre, air. Les alchimistes cherchaient des éléments mystiques. Aristote était convaincu qu'il existait une 5e essence divine. Ils avaient tous tort, mais ils poursuivaient tous la même obsession. Quelle est l'unité fondamentale de la réalité? Et voilà ce qui est dingue. Après des milliers d'années, après des siècles de science, après avoir construit des machines grandes comme des villes pour briser des atomes, la réponse que nous avons trouvée est tellement étrange que nous ne la comprenons toujours pas entièrement. Le proton n'est pas une brique élémentaire, c'est un chaos, un tourbillon quantique, un enfer de particules qui apparaissent et disparaissent de l'existence des millions de fois par seconde. Un univers miniature où les règles de la réalité que tu connais ne s'appliquent tout simplement pas. Et voilà ce qui est vraiment dingue. 99% de la masse du proton ne provient de rien de solide. Ça provient d'énergie pure. E égale mc au carré. L'équation la plus célèbre d'Einstein, mais pas comme un concept abstrait sur un tableau noir. Non, tu es de l'énergie comprimée en une forme. Quand tu regardes ta main, ce que tu appelles matière est en réalité de l'énergie piégée dans une danse éternelle. Un hologramme de force et de mouvement qui, d'une manière ou d'une autre, se maintient stable depuis des milliards d'années. Et tout ça commence ici, dans le proton, la particule la plus simple de l'univers, le cœur de l'atome d'hydrogène,
l'élément le plus abondant du cosmos. 91% de tous les atomes qui existent sont de l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est littéralement un seul proton avec un électron qui tourne autour. C'est tout. Un proton. Les étoiles sont fabriquées à partir de protons qui fusionnent. Le soleil brille parce que des protons se combinent. Tu respires, tu penses, tu existes parce qu'il y a des protons de carbone, d'oxygène, d'azote dans ton corps. Tout, absolument tout, dans l'univers visible existe parce que le proton existe et personne ne t'a jamais expliqué ce que c'est vraiment. Jusqu'à maintenant. Quand j'ai commencé à faire des recherches pour ce sujet, je croyais comprendre les protons. Je faisais du contenu sur la physique depuis des années. Et quand je me suis vraiment plongé en profondeur, je me suis rendu compte que je n'avais pas la moindre idée. Alors ce qui va suivre, c'est le voyage que j'ai fait moi-même, de l'ignorance à l'émerveillement absolu. Et je te promets qu'à la fin de ces 120 minutes, tu regarderas l'univers avec d'autres yeux, parce que tu comprendras le secret le plus profond de la matière. Commençons. D'abord un peu d'histoire, parce que pour comprendre à quel point le proton est étrange, tu dois comprendre combien de temps il nous a fallu pour simplement réaliser qu'il existe. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la matière était la matière, solide, réelle, indivisible. Puis est arrivé Démocrite, en 400 avant notre ère, et il a dit « Attends, et si tout était fait de minuscules particules indivisibles ?» Il leur a donné un nom, les atomes, du grec « atomos », indivisible. Et tout le monde a pensé qu'il était fou. Pendant 2000 ans, l'idée est morte. Personne ne l'a prise au sérieux. Jusqu'à ce qu'arrive l'année 1800. La chimie a commencé à fonctionner. Les éléments se combinaient dans des proportions précises. Il se passait quelque chose d'étrange. John Dalton a ressuscité l'idée de l'atome, cette fois avec des mathématiques. Les éléments étaient différents types d'atomes. L'hydrogène était un atome, le carbone un autre, l'oxygène un autre. Parfait. Problème résolu. Sauf que non. 1897. Joseph Thomson joue avec des tubes à vide et de l'électricité et découvre soudain quelque chose qui ne devrait pas exister. Des particules plus petites que les atomes, 1800 fois plus légères que l'hydrogène, avec une charge négative. Il les appelle électrons. Et là, tout a déraillé, parce que s'il existe des particules plus petites que l'atome, alors l'atome n'est pas indivisible, ce n'est pas la brique fondamentale. L'atome a une structure interne. Maintenant, la question était, à quoi ressemble l'atome à l'intérieur? Thomson a pensé, bon, ça doit être comme un pudding. De la masse positive, avec des électrons négatifs incrustés comme des raisins. Le modèle du pudding. Oui, c'est vraiment comme ça qu'il l'appelait. Les physiciens britanniques de 1900 avaient une étrange obsession pour la nourriture. Mais le modèle du pudding n'a pas duré longtemps. 1911, Ernest Rutherford, un Néo-Zélandais, avec un accent si épais que personne ne le comprenait, décide de bombarder une feuille d'or avec des particules alpha. L'idée était simple. Si l'atome est un pudding, les particules devraient passer facilement, comme tirer des balles dans un nuage. Et la plupart sont effectivement passées tout droit, mais certaines ont rebondi. Rutherford était en état de choc. Il a dit, et c'est une citation littérale, « C'était comme si tu tirais un obus de 15 pouces sur du papier de soie et qu'il rebondissait pour te frapper. » Qu'est-ce qui se passait? Il n'y avait qu'une seule réponse possible.
L'atome n'est pas un pudding. L'atome est presque entièrement vide. Toute la masse positive est concentrée dans un minuscule noyau au centre. Les électrons orbitent autour comme des planètes autour du Soleil. Et ce noyau est tellement petit que si l'atome était le Stade de France, le noyau serait une balle de golf au milieu. Tout le reste, du vide. Mais ce minuscule noyau contient 99,99% de la masse de l'atome. Il est dense, violemment dense. Et voilà un fait que personne ne te dit à l'école. Si tu pouvais comprimer uniquement les noyaux atomiques de tous les êtres humains sur Terre, enlever tout cet espace vide, toute l'humanité tiendrait dans un morceau de sucre. 7 milliards de personnes dans un morceau de sucre. C'est la densité du noyau atomique. Et le composant principal de ce noyau, c'est le proton. 1919, Rutherford parvient à isoler des protons. Il les arrache littéralement du noyau d'hydrogène par bombardement. Et pour la première fois dans l'histoire, l'humanité tient entre ses mains la brique fondamentale de la matière. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Parce que voilà le premier rebondissement. Le proton a une charge positive. D'accord, ça explique pourquoi il attire les électrons négatifs. Mais attends, si le noyau d'un atome contient plusieurs protons, pourquoi ne se repoussent-ils pas les uns les autres? Les charges identiques se repoussent. C'est de la physique élémentaire. Les protons devraient s'éjecter dans des directions opposées. Le noyau devrait exploser instantanément, et pourtant ce n'est pas le cas. Il doit exister quelque chose qui les maintient ensemble. Une force que nous n'avions jamais vue auparavant. Une force plus puissante que la répulsion électromagnétique. Et cette force sera la clé pour comprendre ce qu'est réellement un proton. 1932. James Chadwick découvre qu'il y a une autre particule dans le noyau, sans charge électrique. Pratiquement la même masse que le proton. Il l'appelle neutron. Et maintenant, le modèle atomique a du sens. Le noyau est fait de protons et de neutrons collés ensemble. Les électrons orbitent autour. Simple, élégant, complet. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Parce que la question était toujours là. Qu'est-ce qui les maintient ensemble? Et la réponse n'est pas venue avant les années 60. Mais avant d'y arriver, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental qui rendra ce qui vient ensuite 10 fois plus stupéfiant. Pendant 100 ans, de 1800 à 1900, les physiciens pensaient qu'ils découvraient des particules fondamentales. Électrons, protons, neutrons, les briques de base de la réalité, indivisibles. Mais dans les années 50, les accélérateurs ont commencé à révéler des particules bizarres. Kaons, pions, muons, particules étranges, particules charmées. Soudain, il y avait comme 100 particules fondamentales différentes et les physiciens étaient complètement perdus. Murray Gell-Mann, un génie avec un ego de la taille de Jupiter, regardait ce chaos de particules et se disait « Ça ne peut pas être ça. Il doit y avoir un motif. » Et il l'a trouvé. 1964. Gell-Mann propose quelque chose d'absolument fou. Il dit « Toutes ces particules sont faites de morceaux plus petits. Je les appelle quarks. » Il a pris ce nom d'une phrase absurde du livre Finnegan's Wake de James Joyce. « 3 quarks for Mr. Mark. » 3 quarks. Et voilà ce qui est dingue. Il a proposé que le proton n'est pas fondamental. Le proton est fait de 3 quarks. 2 quarks up, 1 quark down. Et si tu es en train de penser « Attends, tu me dis que pendant 100 ans, les physiciens pensaient que le proton était indivisible
et il s'avère qu'il est fait de choses plus petites? Exactement. L'histoire de l'atome est en gros. On pensait que c'était le plus petit. Oups, il y a quelque chose de plus petit. On pensait que c'était le plus petit. Oups. Encore. C'est comme des poupées russes, mais avec de la physique quantique et des explosions. Et les quarks? Les quarks sont l'endroit où la réalité commence à devenir vraiment étrange, parce que les quarks ne ressemblent à rien de ce que tu as jamais vu. Ce ne sont pas des petites billes, ce ne sont pas des particules au sens classique, ce sont des entités quantiques qui défient toute intuition humaine. Et voilà ce qui est vraiment dingue. Jamais, jamais, jamais nous n'avons vu un quark seul. Il est physiquement impossible d'isoler un quark. Si tu essaies d'extraire un quark d'un proton, l'univers te l'interdit littéralement. Et le mécanisme par lequel il le fait est si violent et si étrange que quand je te l'expliquerai, ton concept de la réalité changera pour toujours. D'accord, inspire un grand coup, parce que maintenant arrive la partie où tout ce que tu croyais savoir sur la matière va voler en éclats. Revenons en 1964. Gell-Mann propose les quarks. La communauté scientifique réagit avec un scepticisme massif. Des particules plus petites que les protons et les neutrons avec des charges fractionnaires, 2/3 de charge positive, 1/3 de charge négative. Ça violait tout ce qu'on savait sur les particules. En plus, personne ne les avait vues. Mais Gell-Mann avait les mathématiques, et les mathématiques fonctionnaient. Elles expliquaient le motif de toutes ces particules bizarres. Tout collait. Alors la question était simple. Les quarks existent-ils ou sont-ils juste un outil mathématique? La réponse est venue en 1968. L'accélérateur linéaire de Stanford, 3 km de tube, où on accélérait des électrons à des vitesses proches de celles de la lumière et on les fracassait contre des protons pour observer ce qui se passe. Si le proton était vraiment une petite boule solide, les électrons auraient dû se disperser de manière lisse, comme une boule de billard frappant une autre boule. Mais non. Les électrons rebondissaient à des angles aigus, comme s'il y avait des choses dures à l'intérieur du proton. Des structures. Les physiciens les ont d'abord appelées partons, parce qu'ils ne voulaient pas s'engager à les appeler quarks tant qu'ils n'étaient pas sûrs. Imagine être si prudent que tu découvres une particule subatomique et tu lui donnes un nom générique du genre « truc ». Mais quand ils ont fait les calculs, quand ils ont analysé les données, c'était exactement ce que Gell-Mann avait prédit. 3 objets à l'intérieur du proton, 2 avec une charge positive de 2/3, 1 avec une charge négative d'1/3. Quarks up et quarks down. Le proton, c'est 2 up et 1 down. Le neutron, c'est 2 down et 1 up. Et voilà un fait absolument stupéfiant qui change tout. Les 3 quarks ensemble ne représentent que 1% de la masse du proton. 1%. Le reste, on y viendra. Mais d'abord, tu dois comprendre ce qui maintient ces 3 quarks ensemble. Parce que rappelle-toi, les quarks ont une charge électrique. Ils devraient se repousser. Et pourtant, ils sont collés plus étroitement que n'importe quoi dans l'univers. La force qui les relie s'appelle la force nucléaire forte. Et ce nom n'est pas métaphorique. C'est littéralement la force la plus puissante de la nature. 100 fois plus forte que la force électromagnétique. 1 million de fois plus forte que la force nucléaire faible. 10 puissance 38 fois plus forte que la gravité. Si la gravité était un murmure, la force nucléaire forte
est le rugissement d'un trou noir. Et elle fonctionne d'une manière tellement étrange que quand je te l'expliquerai, tu vas penser que j'invente. Mais non, c'est de la vraie physique confirmée par des milliers d'expériences. La force nucléaire forte fonctionne à l'inverse de toutes les autres forces. Avec la gravité, plus tu es loin, plus c'est faible. Avec l'électromagnétisme, pareil. Mais avec la force nucléaire forte, plus tu essaies de séparer deux quarks, plus la force qui les relie devient puissante. C'est comme un élastique. Un élastique qui ne casse jamais, jamais. En fait, si tu mets suffisamment d'énergie pour tenter de séparer deux quarks, l'énergie que tu injectes se transforme en matière. E égale mc au carré, encore une fois. Et cette matière crée de nouveaux quarks. Tu ne peux pas extraire un quark d'un proton, littéralement physiquement impossible. L'univers te dit « Tu veux un quark seul ? Tiens, prends 2 quarks supplémentaires que je viens de créer à partir de l'énergie que tu as fournie. » Les quarks sont emprisonnés pour toujours, prisonniers de la force nucléaire forte. Et cette force est transmise par des particules. On les appelle gluons. De l'anglais glue, colle, parce qu'ils collent littéralement les quarks ensemble. Et les gluons, c'est là que la physique quantique devient complètement folle. Parce que vois-tu, dans le monde quantique, les forces ne sont pas juste des forces. Les forces sont des échanges de particules. Quand tu ressens la force électromagnétique, ce qui se passe réellement, c'est que des photons sont échangés entre des particules chargées. Quand tu ressens la gravité, ce sont théoriquement des gravitons. Et quand les quarks ressentent la force nucléaire forte, ils échangent des gluons. Des milliards de gluons par seconde à l'intérieur du proton, en ce moment même. Et voilà où on commence à descendre dans la folie véritable. Parce que les gluons ne sont pas comme les photons. Les gluons ont une propriété qui fait de la physique à l'intérieur du proton un chaos absolu. Les gluons interagissent entre eux. Et quand je t'expliquerai ce que ça signifie, tu comprendras pourquoi le proton ressemble davantage à un enfer quantique qu'à une particule. Allons à l'intérieur du proton. D'accord? Imagine que tu puisses te réduire comme dans les films et que tu pénètres à l'intérieur du proton. Qu'est-ce que tu verrais? Pendant des années, les manuels scolaires t'ont montré 3 petites billes. Rouge, verte, bleue, 3 quarks, bien alignés, tranquilles. Un mensonge absolu. Ce que tu verrais serait du chaos. Les 3 quarks ne sont pas au repos. Ils se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière. 20% de la vitesse de la lumière, soit 60 000 km par seconde. Et rappelle-toi, le proton mesure un femtomètre de diamètre. Un femtomètre, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Il est tellement petit que la lumière met 10 puissance moins 23 secondes pour le traverser. Et dans cet espace microscopique, les quarks tournent comme des possédés. Mais ce n'est pas ça le plus dingue. Le plus dingue, ce sont les gluons. Rappelle-toi, les gluons sont les particules qui transmettent la force nucléaire forte. Les quarks échangent constamment des gluons. Un quark émet un gluon. Un autre quark l'absorbe. Le deuxième quark émet un autre gluon. Le premier l'absorbe. Encore et encore et encore, des millions de fois par seconde. À quelle fréquence exactement? Toutes les 10 puissance moins 23 secondes. Ça signifie que dans une seconde, il y a 10 puissance 23 échanges de gluons à l'intérieur du proton. C'est un 1 suivi de 23 zéros.
100 000 trilliards d'échanges par seconde dans quelque chose de plus petit qu'un atome. Quand j'ai vu ce chiffre pour la première fois, j'ai dû m'arrêter, interrompre mes recherches, aller marcher, parce que je ne pouvais pas concevoir que quelque chose d'aussi petit puisse être aussi violemment actif. Mais voilà ce qui est vraiment stupéfiant. Les gluons ne voyagent pas seulement entre les quarks. Les gluons interagissent entre eux. Un gluon peut émettre un autre gluon. Deux gluons peuvent fusionner en un seul. Un gluon peut se diviser en deux. Les photons ne font pas ça. Les photons, c'est la lumière. Ils n'interagissent pas entre eux. Mais les gluons ont une charge de couleur. D'accord, il faut que j'explique ça. Les quarks ont une propriété que les physiciens, avec leur créativité infinie, ont appelée couleur. Ce n'est pas une vraie couleur. Ce n'est pas littéralement rouge, vert, bleu. C'est une propriété quantique abstraite qui fonctionne de manière analogue aux couleurs. Il existe 3 couleurs de quarks, rouge, vert, bleu, et 3 anticouleurs, anti-rouge, anti-vert, anti-bleu. Les particules stables ne peuvent exister que si elles sont incolores, c'est-à-dire si les couleurs s'annulent. Le proton a un quark rouge, un vert, un bleu. Les 3 couleurs ensemble égale incolore, égale stable. Et si tu viens de penser que c'est comme le RVB sur les écrans, félicitations! Tu viens de comprendre plus de physique quantique que la moitié des étudiants universitaires. Maintenant, les gluons. Les gluons ne sont pas incolores. Les gluons portent des combinaisons de couleurs et d'anticouleurs. Un gluon peut être rouge anti-bleu, un autre peut être vert anti-rouge. Au total, il existe 8 types différents de gluons. Et parce qu'ils ont une charge de couleur, ils peuvent interagir entre eux. Un gluon peut émettre un autre gluon et changer de couleur. Ça crée un effet de rétroaction. Les quarks émettent des gluons. Les gluons interagissent entre eux en créant davantage de gluons. Ces gluons interagissent avec les quarks. Les quarks émettent encore plus de gluons. Et là, la physique devient littéralement ingérable, parce qu'à l'intérieur du proton, il n'y a pas juste 3 quarks et quelques gluons qui passent. Il y a « Attends, j'ai besoin que tu te prépares mentalement à ce fait. » À l'intérieur du proton, à n'importe quel instant donné, il y a des dizaines de gluons. Et pas seulement. Il y a des paires de quarks et d'antiquarks qui apparaissent et disparaissent du vide quantique. Un gluon a suffisamment d'énergie pour créer une paire quark-antiquark pendant un instant infinitésimalement bref. Ces quarks virtuels existent pendant une durée infiniment courte, puis s'annihilent pour retourner dans le vide. Mais tant qu'ils existent, ils interagissent avec les gluons, qui créent davantage de paires virtuelles, qui interagissent avec davantage de gluons. L'intérieur du proton est une mer bouillonnante de particules virtuelles. Les physiciens appellent ça la mer de quarks. Et voilà la partie qui m'a complètement grillé le cerveau quand je l'ai comprise. Tu te souviens que j'ai dit que les 3 quarks ne représentent que 1% de la masse du proton? Où sont les 99% restants? Dans l'énergie de tout ce chaos. L'énergie cinétique des quarks se déplaçant à 20% de la vitesse de la lumière. L'énergie des gluons qui s'échangent. L'énergie des paires virtuelles qui apparaissent et disparaissent. Toute cette énergie a une masse. E égale mc au carré. La masse du proton ne provient pas de la matière, elle provient du mouvement pur, de l'énergie piégée dans une danse éternelle.
Quand les gens disent que la matière et l'énergie sont la même chose, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la philosophie. Tu es littéralement fabriqué à partir d'énergie comprimée. 99% de ta masse est de l'énergie de mouvement. Quand tu montes sur une balance, ce que tu mesures, ce n'est pas de la matière solide. Tu mesures l'énergie de trilliards de quarks dansant à des vitesses relativistes à l'intérieur de trilliards de protons. Tu es un hologramme de force, un motif d'énergie qui, d'une façon ou d'une autre, se maintient stable. Mais voilà la question évidente. Si à l'intérieur du proton il y a ce chaos absolu de quarks, de gluons et de particules virtuelles apparaissant et disparaissant, comment est-il stable? Pourquoi le proton n'explose-t-il pas? Pourquoi existe-t-il depuis 13 800 millions d'années sans se désintégrer? La réponse a à voir avec l'une des propriétés les plus bizarres de la force nucléaire forte. Une propriété qu'il a fallu des décennies aux physiciens pour comprendre et qui nous déconcerte encore. Ça s'appelle le confinement asymptotique et c'est la raison pour laquelle les quarks sont des prisonniers éternels. Je vais être honnête avec toi. Quand j'ai étudié ça pour la première fois à la fac, je n'ai rien compris. Le professeur écrivait des équations au tableau et je hochais la tête comme si ça avait du sens. Ça n'en avait pas. Il m'a fallu des années pour vraiment comprendre. Alors ce qui va suivre, c'est l'explication que j'aurais aimé entendre à l'époque, sans jargon inutile, juste le concept pur. La force nucléaire forte a deux comportements complètement opposés selon la distance. À très courte distance, à l'intérieur du proton, les quarks sont tellement proches qu'ils ne ressentent quasiment aucune force. C'est comme s'ils étaient tout libres. Les physiciens appellent ça la liberté asymptotique. Les quarks peuvent se déplacer librement à l'intérieur du proton parce qu'ils sont tellement proches que la force est faible. Mais à l'instant où tu essaies de les séparer, à l'instant où la distance augmente un tout petit peu, la force devient monstrueusement puissante. C'est comme s'ils étaient reliés par une corde. Une corde qui ne s'étire pas, une corde qui devient de plus en plus tendue. Et si tu mets suffisamment d'énergie, la corde ne casse pas. Au lieu de ça, l'énergie que tu as fournie se transforme en matière et crée une nouvelle paire de quarks. Maintenant, au lieu d'avoir séparé 2 quarks, tu en as 4. 2 paires, chaque paire formant une nouvelle particule. Ça signifie que les quarks ne peuvent jamais exister seuls, toujours en groupe. 3 quarks formant un proton ou un neutron, ou une paire quark-antiquark formant un meson, mais jamais un quark unique flottant librement dans l'espace. Et si tu viens de comprendre ça, félicitations. Tu viens de comprendre l'un des concepts les plus profonds de la physique moderne, quelque chose qui donne des cauchemars aux doctorants. Le confinement des quarks. Parce que c'est un concept qui défie toute intuition. Dans la vie courante, si tu veux séparer 2 choses, tu mets plus de force et finalement, elles se séparent. Mais dans le monde quantique de la force nucléaire forte, plus de force crée juste plus de quarks. C'est comme si l'univers avait une règle absolue. Les quarks ne peuvent pas être seuls. Jamais, en aucune circonstance. Et cette règle est la raison pour laquelle la matière existe. Parce que si les quarks pouvaient se séparer, s'ils pouvaient exister librement, les protons se désintégreraient, les noyaux se désintégreraient, les atomes cesseraient d'exister. Il n'y aurait pas de chimie, pas de vie, rien.
L'univers entier tel que nous le connaissons dépend du fait que les quarks sont éternellement confinés à l'intérieur des protons et des neutrons. Et maintenant, arrive la partie vraiment corsée, parce qu'il s'avère que modéliser mathématiquement l'intérieur du proton est l'un des problèmes les plus difficiles de toute la physique. Alors récapitulons où nous en sommes. Nous savons que le proton est fait de 3 quarks, 2 up, 1 down. Nous savons que ces quarks sont reliés par des gluons. Nous savons que les gluons interagissent entre eux en créant un chaos quantique. Et nous savons que tout ça génère 99% de la masse du proton par le biais d'énergie pure. Parfait. Maintenant, calculons exactement ce qui se passe là-dedans. Ça devrait être le moment où je te montre les équations, où on résout le système mathématiquement, où on prédit avec précision chaque propriété du proton. Sauf qu'on ne peut pas. Littéralement, on ne peut pas. La théorie qui décrit la force nucléaire forte s'appelle la chromodynamique quantique, QCD en abrégé, chromo d'après les couleurs des quarks. Et la QCD est mathématiquement insoluble. Les équations sont tellement complexes, avec tellement d'interactions, tellement de gluons interagissant entre eux, qu'il n'existe pas de solution analytique. Les physiciens détestent l'admettre. Nous avons une théorie parfaite, une théorie correcte. Nous savons qu'elle fonctionne, mais nous ne pouvons pas résoudre les équations. C'est comme avoir le mode d'emploi de l'univers écrit dans une langue qu'on ne comprend qu'à moitié. Ce qu'on fait à la place, c'est utiliser des supercalculateurs. Les ordinateurs les plus puissants de la planète, simulant l'intérieur du proton. Ils découpent l'espace en un réseau microscopique et calculent les interactions gluon par gluon, quark par quark, pas par pas. Et même comme ça, il leur faut des mois de temps de calcul pour obtenir les propriétés de base d'un seul proton. En fait, prédire correctement la masse du proton en utilisant la QCD sur réseau a été l'un des plus grands succès de la physique du XXIe siècle. Ils y sont parvenus en 2008. Et quand les chiffres sont tombés justes, quand la simulation a prédit la masse exacte du proton que nous mesurons en laboratoire, les physiciens ont fait la fête comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde, parce qu'après 40 ans à posséder la théorie, ils pouvaient enfin prouver qu'elle fonctionne. Le proton pèse exactement 938,272 mégaélectronvolts divisé par C au carré. Et sur ces 938, seulement 9 proviennent des quarks. Le reste, tout le reste, c'est de l'énergie. Énergie de mouvement, énergie des gluons, énergie du vide quantique. Alors nous voilà au seuil. Nous avons vu le proton de l'extérieur. Nous avons compris que ce n'est pas une petite boule solide, mais un tourbillon de particules. Maintenant, allons véritablement à l'intérieur. Explorons cet univers miniature. Et je te préviens, ce que nous allons y trouver va te faire remettre en question ce que le mot « exister » signifie. Parce qu'il s'avère que le vide n'est pas vide. Avant de plonger complètement dans le chaos quantique, j'ai besoin de te parler d'une personne. Il s'appelait Richard Feynman, et c'était, sans exagération, l'un des plus grands génies du XXe siècle. Il a reçu le prix Nobel de physique. Il a contribué à la création de la bombe atomique. Il jouait du bongo. Il peignait. C'était un personnage. Mais ce qu'il a fait, ce qui a véritablement révolutionné la physique, c'est l'invention d'un moyen de visualiser l'invisible. Les diagrammes de Feynman. Avant Feynman, la physique quantique était un enfer d'intégrales impossibles, des équations sur des pages et des pages.
Feynman a dit « Et si on dessinait ce qui se passe ?» Et il a créé un langage visuel pour les interactions quantiques. Une ligne droite égale une particule qui se déplace, une ligne ondulée égale un photon échangé, un sommet égale une interaction entre particules. Simple, élégant. Et soudain, calculer des probabilités quantiques est devenu, pas facile, mais possible. Feynman a créé ces diagrammes pour l'électrodynamique quantique, la QED, la théorie de l'électromagnétisme quantique. Et ça fonctionne parfaitement, parce que les photons n'interagissent pas entre eux. Un diagramme de Feynman pour la QED a peut-être 3 ou 4 lignes. Mais pour la QCD, pour la chromodynamique quantique, les diagrammes deviennent un cauchemar, parce que les gluons interagissent entre eux. Un gluon peut émettre un autre gluon, qui émet un autre gluon, qui se divise en 2 gluons, qui créent une paire virtuelle quark-antiquark, qui émet encore plus de gluons. Chaque interaction ajoute plus de lignes au diagramme et techniquement, pour calculer avec une précision parfaite ce qui se passe à l'intérieur du proton, il faudrait un diagramme de Feynman avec un nombre infini de lignes. Feynman lui-même a dit un jour « Si tu crois comprendre la mécanique quantique, c'est que tu ne la comprends pas. » Et il avait raison, parce que ce qui se passe à l'intérieur du proton n'est pas juste compliqué, c'est fondamentalement contre-intuitif. Ça défie la logique humaine. Pense-y de cette façon. Dans le monde normal, si tu veux savoir où quelque chose se trouve, tu le regardes, tu le mesures. Mais dans le monde quantique, l'acte de mesurer modifie ce que tu mesures. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas une interprétation, c'est des mathématiques pures. Le principe d'incertitude de Heisenberg. Tu ne peux pas connaître simultanément la position exacte et l'impulsion exacte d'une particule. Plus tu connais précisément l'un, moins tu connais l'autre. Et ça a des conséquences stupéfiantes à l'intérieur du proton. Parce que si un quark est confiné dans un espace très petit, son impulsion est très incertaine, ce qui signifie qu'il peut avoir des impulsions énormes, ce qui signifie qu'il se déplace vite, très vite, 20% de la vitesse de la lumière. Ce n'est pas le choix du quark, c'est la conséquence mathématique du fait qu'il est emprisonné dans un espace minuscule. Le confinement engendre le mouvement. Le mouvement génère la masse. Et voilà le détail le plus beau. Le proton est stable parce qu'il est petit. S'il était plus grand, les quarks pourraient se déplacer plus lentement. S'ils se déplaçaient plus lentement, ils auraient moins d'énergie. S'ils avaient moins d'énergie, il y aurait moins de masse pour les maintenir ensemble et le proton s'effondrerait. La taille du proton n'est pas arbitraire. C'est la seule taille possible pour une configuration stable de 3 quarks. Un femtomètre. Ni plus grand, ni plus petit. L'univers n'a pas choisi la taille du proton au hasard. C'est le résultat inévitable de la mécanique quantique, plus le confinement des quarks, plus la force nucléaire forte. 3 lois physiques conspirant pour créer exactement une seule configuration stable. Et cette configuration est la base de toute la matière, de chaque atome, de chaque molécule, de toi. Imagine ceci. Tu es Richard Feynman en 1965. Tu viens de gagner le prix Nobel pour ton travail sur la QED et tu regardes le proton en te disant « Si les photons sont simples et qu'on a déjà gagné un Nobel en les comprenant, quel secret cachent les gluons ?» Il ne l'a jamais su. Feynman est mort en 1988, avant qu'on résolve la QCD sur réseau, avant qu'on comprenne pleinement la mer de quarks.
l'un des plus grands génies de l'histoire, n'a jamais vu l'intérieur complet du proton. Mais nous pouvons le voir, grâce au travail de milliers de physiciens, grâce aux supercalculateurs simulant chaque gluon, grâce aux accélérateurs de particules fracassant des protons les uns contre les autres pour voir ce qu'il y a dedans. Et ce qu'ils ont trouvé est plus étrange que tout ce que Feynman avait pu imaginer. D'accord? C'est le moment. Allons à l'intérieur. Imagine que tu as un microscope magique. Un qui peut voir des choses 1 milliard de fois plus petites qu'un atome. Et tu pointes ce microscope sur un atome d'hydrogène. D'abord, tu vois l'électron qui orbite, enfin, pas exactement qui orbite, plutôt qui existe dans un nuage de probabilité autour du noyau. Mais ignorons l'électron. Allons au noyau. Et là, il y a le proton, seul, flottant dans l'espace. Un femtomètre de diamètre. Tu zoomes encore, et soudain, tu vois du mouvement. Les 3 quarks sont là, mais ils ne sont pas au repos. Ils se déplacent sur des trajectoires chaotiques comme des abeilles dans une ruche. Mais attends, entre les quarks, il y a plus de choses. Il y a des lignes? Non, ce ne sont pas des lignes. Ce sont des tubes d'énergie, des tubes de force reliant les quarks entre eux. Les physiciens les appellent des tubes de flux de couleurs, et ce sont les représentations visuelles des champs de gluons. Imagine que les quarks sont reliés par des cordes élastiques, mais ces cordes sont des champs de force qui s'étendent entre les quarks, et la densité d'énergie dans ces champs est de 10 puissance 34 pascal. C'est plus de pression qu'au centre d'une étoile à neutrons, à l'intérieur de quelque chose de la taille d'un proton. Tu zoomes encore. Et là commence la vraie folie, parce qu'il s'avère qu'entre les 3 quarks principaux, il y a d'autres quarks. Des paires de quarks et d'antiquarks apparaissant du vide. Un gluon a suffisamment d'énergie pour créer une paire. La paire existe pendant 10 puissance moins 24 secondes, puis s'annihile. Mais pendant cet instant infinitésimal, elle est réelle, aussi réelle que les 3 quarks principaux. Ce sont les quarks de la mer. Et il n'y en a pas juste quelques-uns. À n'importe quel instant donné à l'intérieur du proton, il y a des dizaines de ces paires virtuelles apparaissant, existant, disparaissant, réapparaissant ailleurs. Le vide quantique n'est pas vide, il grouille de particules virtuelles. Il m'a fallu des années pour accepter ça, parce que notre cerveau est programmé pour penser que les choses existent ou n'existent pas. Mais en mécanique quantique, il y a un état intermédiaire. Les particules virtuelles existent presque. Elles sont là suffisamment longtemps pour avoir des effets réels, mais pas suffisamment longtemps pour être directement détectées. Et ces quarks virtuels interagissent avec tout. Un quark virtuel peut émettre un gluon. Ce gluon peut être absorbé par l'un des 3 quarks principaux. Ou il peut créer une autre paire virtuelle. Ou il peut se diviser en 2 gluons. C'est un écosystème quantique à l'intérieur de quelque chose de plus petit qu'un atome. Et si tu es en train de penser, attends, alors combien de quarks y a-t-il vraiment dans un proton? Tu as posé la bonne question, la réponse est « ça dépend ». Il y a 3 quarks de valence. Les 3 quarks principaux qui définissent le proton en tant que proton. Mais le nombre total de quarks, en comptant les virtuels de la mer, change constamment. Parfois, il y en a 5, parfois 7, parfois 11. Ils apparaissent et disparaissent. Le proton n'est pas un objet, c'est un processus. Un processus qui se maintient stable pendant des milliards d'années, bien que son contenu interne
soit en flux constant. Mais voilà la question qui m'a obsédé pendant des semaines quand je l'ai découverte. Si tous ces quarks virtuels apparaissent, pourquoi le proton ne change-t-il pas d'identité? Pourquoi ne devient-il pas un neutron ou une autre particule? La réponse a à voir avec quelque chose qu'on appelle les nombres quantiques conservés. Et c'est magnifique. Vois-tu, en physique des particules, certaines propriétés ne peuvent jamais changer. La charge électrique totale se conserve toujours. Le nombre baryonique se conserve toujours. Et d'autres propriétés plus exotiques aussi. Le proton a une charge de +1, un nombre baryonique de +1. Et peu importe combien de paires de quarks apparaissent et disparaissent dans la mer, ces paires sont toujours un quark plus un antiquark. Charge nette 0. Nombre baryonique net 0. Elle ne change pas l'identité fondamentale du proton. Les 3 quarks de valence déterminent l'identité. Les quarks de la mer ajoutent de la complexité, mais ne peuvent pas transformer le proton en autre chose. C'est comme imaginer une ville. Une ville a des résidents permanents. Ce sont les quarks de valence. Mais elle a aussi des touristes. Des milliers de touristes entrant et sortant chaque jour. La population totale change, mais l'identité de la ville reste. Et c'est exactement ce qui fait de toi, au niveau quantique. Les particules spécifiques dans ton corps changent constamment. Les atomes sont remplacés, les molécules sont créées et détruites, mais les nombres quantiques conservés maintiennent ton identité. Tu es un motif stable dans un flux chaotique. D'accord, continuons l'exploration. Nous avons vu les quarks, nous avons vu la mer. Maintenant, regardons les gluons de plus près, parce que les gluons, c'est là que la physique devient de l'art. Les gluons ont de la couleur. Il en existe 8 types différents. Rouge anti-bleu, vert anti-rouge, bleu anti-vert et 5 combinaisons plus complexes. Et parce qu'ils ont de la couleur, ils ressentent la force de couleur. Les gluons sont attirés les uns par les autres. Ça crée quelque chose qui n'existe dans aucune autre force de la nature. Les photons transmettent la force électromagnétique, mais n'interagissent pas entre eux. Les gravitons transmettent théoriquement la gravité, mais n'interagissent pas entre eux non plus. Mais les gluons s'attirent. Et ça crée ces tubes de flux que j'ai mentionnés avant. Voilà le détail stupéfiant. En électromagnétisme, les lignes de force entre deux charges se dispersent librement dans l'espace, s'affaiblissant avec la distance. Mais en chromodynamique quantique, les lignes de force entre deux quarks se compriment en tubes étroits parce que les gluons s'attirent mutuellement, comprimant le champ en régions denses. Ça rend la force constante avec la distance, comme une corde qui ne s'étire pas et ne faiblit pas. Et c'est la raison physique du confinement des quarks. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une règle arbitraire de l'univers. C'est la conséquence directe du fait que les gluons interagissent entre eux. Quand j'ai finalement compris ça, quand j'ai vraiment compris que le confinement est une propriété émergente de l'auto-interaction des gluons, je suis resté à fixer le mur pendant une demi-heure. C'est un de ces moments où la physique cesse d'être une équation et devient une révélation. Maintenant, parlons d'énergie, parce que c'est là que tout se rejoint. Le proton pèse 938 mégaélectronvolts. Les 3 quarks de valence pèsent approximativement 9 mégaélectronvolts au total. Le quark-up pèse environ 2,3 mégaélectronvolts. Le quark-down pèse environ 4,8 mégaélectronvolts. Total, 2,3
plus 2,3 plus 4,8 égale 9,4 mégaélectronvolts. Où sont les 929 mégaélectronvolts restants? 32% d'énergie cinétique des quarks de valence en mouvement, 37% d'énergie des champs de gluons, 9% d'énergie des quarks de la mer, 9% d'énergie des interactions gluon-gluon, 13% d'autres contributions quantiques. Tout est énergie. Énergie de mouvement, énergie de champ, énergie d'interaction. Et cette énergie a une masse. Si tu viens de réaliser que ça signifie que la célèbre équation E égale mc au carré n'est pas juste les bombes atomiques et les réacteurs, mais c'est littéralement la description de ta masse. Félicitations! Tu viens de comprendre la physique à un niveau plus profond que 99% de la population. Chaque fois que tu montes sur une balance, tu mesures de l'énergie convertie en masse. Tu ne mesures pas de la matière. Tu mesures l'équivalent massique de l'énergie contenue dans les champs quantiques de tes protons. Maintenant, arrive la partie qui m'a obsédé, le vide quantique. En physique classique, le vide, c'est rien. L'espace vide, le silence absolu. Mais en mécanique quantique, le vide est plein d'énergie. On appelle ça l'énergie du point zéro. Et ce n'est pas une petite quantité. Selon les calculs, la densité d'énergie du vide quantique pourrait être de 10 puissance 93 grammes par centimètre cube. C'est un suivi de 93 zéros, plus dense que tout ce que nous pouvons imaginer. Évidemment, ça ne colle pas avec la réalité observable, parce que si le vide avait autant d'énergie, l'univers se serait effondré sur lui-même depuis longtemps. Donc, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Un mécanisme d'annulation qu'on n'a pas découvert. Mais à l'intérieur du proton, dans cet espace confiné, le vide bouillonne vraiment d'énergie. Des paires particules-antiparticules apparaissant, des champs fluctuants, des gluons virtuels clignotant dans et hors de l'existence. C'est une mer de probabilités, et les trois quarks de valence nagent dans cette mer, influencés par elle, interagissant avec elle. Et voilà ce qui est vraiment stupéfiant. Si tu pouvais geler le proton dans le temps, si tu pouvais prendre une photographie quantique de son intérieur à un instant précis, tu verrais quelque chose de différent à chaque fois. Des positions différentes pour les quarks, des paires virtuelles différentes, des configurations de gluons différentes. Le proton n'a pas un état unique. Il a une infinité d'états possibles et il est en superposition quantique de tous ces états simultanément. Ce n'est que quand tu le mesures, que quand tu interagis avec lui, qu'il s'effondre dans une configuration spécifique. C'est ce qui rend la QCD si sacrément difficile à calculer. Tu ne calcules pas une configuration, tu calcules la somme de toutes les configurations possibles pondérées par leur probabilité. Et ces probabilités dépendent de toutes les interactions, qui dépendent des probabilités. C'est récursif, c'est magnifique, c'est un cauchemar mathématique. Mais il y a une chose qui ne change jamais. Peu importe combien de quarks virtuels apparaissent, peu importe combien de gluons sont échangés, peu importe dans quelle configuration spécifique le proton se trouve. La charge totale est toujours plus 1. Le nombre baryonique est toujours plus 1. Le proton est proton pour toujours. Et quand je dis pour toujours, ce n'est pas une métaphore. La durée de vie minimale du proton est de 10 puissance 34 ans. C'est un suivi de 34 zéros. L'univers a 13 milliards 800 millions d'années. Ça fait 1,38 fois 10 puissance 10 ans.
le proton vivra 10 puissance 24 fois plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Toutes les étoiles s'éteindront, tous les trous noirs s'évaporeront, l'univers sera un vide froid et sombre, et les protons existeront toujours. Immortels, éternels, témoins silencieux de la fin de tout. Et ça signifie que le proton qui est dans ton index en ce moment existait déjà quand la Terre s'est formée. Il existait déjà quand le Soleil s'est formé. Il existait déjà quand la Voie lactée s'est formée. Et il continuera d'exister quand tout le reste aura disparu. Littéralement de la poussière d'étoiles, mais pas n'importe quelle poussière. De la poussière immortelle. Maintenant, il y a un dernier détail sur l'intérieur du proton qu'il faut explorer, et c'est probablement le plus étrange de tous. Le spin. Le proton a une propriété appelée spin, et malgré le nom, ça ne signifie pas qu'il tourne physiquement. Le spin est une propriété quantique intrinsèque, comme la charge. Le proton a un spin de 1,5, et pendant des décennies, les physiciens ont supposé que ce spin provenait des quarks. 3 quarks, chacun avec un spin d'1,5. 2 spins dans un sens, un dans le sens opposé. Spin net. 1,5. Parfait. Sauf que dans les années 80, des expériences ont mesuré précisément combien chaque quark contribue au spin total et ont découvert quelque chose d'impossible. Les 3 quarks de valence ne contribuent qu'à 30% du spin du proton. 30%. Où diable sont les 70% restants? Cette question s'appelle la crise du spin du proton et il a fallu 30 ans pour la résoudre. La réponse? Le reste du spin provient des gluons et du moment angulaire orbital des quarks. Les quarks n'ont pas seulement un spin intrinsèque, ils orbitent aussi à l'intérieur du proton. Et cette rotation contribue au moment angulaire total, plus les gluons qui ont aussi un spin et un mouvement. Tout combiné donne le spin total du proton. Si tu viens de penser que ça signifie que le spin du proton est une propriété émergente de l'ensemble du système quantique, pas juste de ses composants, exactement. Tu viens de comprendre l'un des concepts les plus profonds de la physique moderne. Les propriétés du tout ne sont pas juste la somme des parties. Le proton est plus que la somme de ses quarks. C'est un système où chaque composant influence tous les autres, où le mouvement d'un quark affecte les gluons, qui affectent d'autres quarks, qui créent des paires virtuelles qui émettent plus de gluons. C'est complexe, magnifiquement complexe. Et cette complexité est ce qui permet la matière, la chimie, la vie, toi. D'accord, faisons une pause un instant. Respire un grand coup, parce que je sais que c'est une énorme quantité d'informations et que ton cerveau est probablement en mode surchauffe en ce moment. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas une théorie spéculative. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de la philosophie. C'est de la physique expérimentale, confirmée par des milliers d'expériences dans des dizaines de laboratoires pendant 70 ans. Le grand collisionneur de Hadrons au CERN, près de Genève. Le Fermilab aux États-Unis. Le SLAC en Californie. Le RHIC à New York. Sans oublier les installations européennes comme le détecteur ALICE, le Ganil à Caen, le synchrotron Soleil sur le plateau de Saclay. Tous ces laboratoires, toutes ces expériences ont confirmé chaque détail de ce que je viens de te raconter. Les quarks existent, les gluons existent, le confinement est réel, la mer de quarks est réelle. 99% de ta masse étant de l'énergie est réelle. Et voilà le moment de vérité. Le moment où tout se rejoint, parce qu'il s'avère que tout ce que nous avons exploré à l'intérieur du proton
n'est pas juste de la curiosité académique. C'est fondamental pour expliquer pourquoi l'univers est tel qu'il est. Pourquoi tu existes? Laisse-moi t'expliquer. Dans les 3 premières minutes du Big Bang, l'univers était un plasma chaud de quarks et de gluons libres. Pas de protons, pas de neutrons, juste des quarks flottant dans une mer de gluons. La température était de 1000 milliards de degrés, trop chaud pour que les quarks se combinent. Mais ensuite, l'univers s'est étendu, refroidi, et quand la température est tombée en dessous de 2000 milliards de degrés, quelque chose de magique s'est produit. Le confinement s'est activé. Soudain, les quarks ne pouvaient plus exister librement. La force nucléaire forte est devenue dominante, et en une fraction de seconde, tous les quarks de l'univers se sont organisés en protons et neutrons. Ce moment s'appelle la transition de confinement, et c'est le moment le plus important de l'histoire de l'univers. Parce que si ça ne s'était pas produit, si les quarks étaient restés libres, il n'y aurait pas d'atomes, pas de matière telle que nous la connaissons, pas de chimie, pas d'étoiles, pas de planètes, pas de vie. Et voilà ce qui est absolument stupéfiant. La transition de confinement s'est produite parce que l'univers s'est étendu et refroidi. Mais la capacité des quarks à se confiner, ça, c'était encodé dans les lois de la physique depuis l'instant zéro. L'auto-interaction des gluons, l'augmentation de la force avec la distance, le confinement de couleurs, tout ça était là depuis le début, comme si l'univers avait été programmé pour créer de la matière stable. 3 minutes après le Big Bang, l'univers était plein de protons et de neutrons. Et au cours des 300 000 années suivantes, ces protons se sont combinés avec des électrons pour former de l'hydrogène. 91% de l'univers est de l'hydrogène. Et chaque atome d'hydrogène est littéralement un proton. C'est tout. Un proton avec un électron. Et ensuite, la gravité. L'hydrogène s'est regroupé. Des nuages se sont formés. Les nuages se sont effondrés. La température au centre a monté, et quand elle a atteint 10 millions de degrés, les protons ont commencé à fusionner. 2 protons fusionnant pour former du deutérium. Le deutérium plus un proton formant de l'hélium 3. L'hélium 3 plus l'hélium 3 formant de l'hélium 4. La fusion nucléaire. La première étoile s'est allumée. Et tout a commencé par les protons. Des protons qui existent parce que les quarks sont confinés. Des quarks qui sont confinés parce que les gluons interagissent entre eux. Des gluons qui interagissent parce qu'ils ont une charge de couleur. Une chaîne causale qui va des propriétés les plus fondamentales de la physique aux étoiles à toi. Et voilà ce qui me fait vraiment exploser le cerveau. Chaque atome de carbone dans ton corps a été créé à l'intérieur d'une étoile, par fusion de protons. Chaque atome d'oxygène que tu respires a été créé dans une supernova, quand des protons se sont combinés sous une pression extrême. Le calcium de tes os, le fer de ton sang, l'azote de ton ADN. Tout provient de protons fusionnant à l'intérieur d'étoiles. Pense à ce que ça implique concrètement. Il y a environ 5 milliards d'années, quelque part dans un bras spiral de la Voie lactée, une étoile massive, peut-être 10 ou 15 fois la masse de notre Soleil, arrivait à la fin de sa vie. Dans son cœur, la température dépassait les 3 milliards de degrés. Des couches concentriques brûlaient différents éléments, comme les pelures d'un oignon cosmique. L'hydrogène fusionnait en hélium dans les couches externes. L'hélium fusionnait en carbone plus au centre. Le carbone en néon, le néon en oxygène, l'oxygène en silicium.
Et tout au cœur, le silicium fusionnait en fer. Et c'est là que tout s'est arrêté. Parce que le fer est le terminus de la fusion stellaire. Fusionner du fer ne libère pas d'énergie. Ça en consomme. En une fraction de seconde, le cœur de fer s'est effondré sur lui-même. La température a atteint des dizaines de milliards de degrés. Et puis le rebond. Une onde de choc cataclysmique a traversé l'étoile de l'intérieur vers l'extérieur. Une supernova. Pendant quelques semaines, cette étoile mourante a brillé plus fort qu'une galaxie entière. Et dans cette explosion, dans cette violence cosmique inimaginable, les éléments les plus lourds ont été forgés. L'or, le platine, l'uranium, tous créés dans les dernières secondes de la vie d'une étoile, et les débris de cette explosion, des nuages enrichis en éléments lourds, ont dérivé dans l'espace pendant des millions d'années. Ils se sont mélangés avec le gaz interstellaire, avec les restes d'autres étoiles mortes, formant un nuage moléculaire dense, et c'est ce nuage, ce cimetière stellaire, qui a donné naissance à notre système solaire. Le Soleil, la Terre et toi. Tu es littéralement le produit recyclé de générations d'étoiles. De la poussière d'étoiles. Mais pas juste métaphoriquement, littéralement. Les atomes qui te composent ont été forgés dans le cœur d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. Et ces atomes sont faits de protons. Des protons qui existent depuis 13 milliards 800 millions d'années. Et ces protons continueront d'exister quand tu ne seras plus là. Quand ton corps se décomposera, les atomes se disperseront. Mais les protons continueront. Immortels, éternels, passant d'une forme de vie à une autre, d'une étoile à une autre, d'une planète à une autre, pour toujours. Imagine le parcours d'un seul proton dans ton corps. Peut-être celui qui est en ce moment dans une molécule d'hémoglobine de ton sang, un proton de fer. Ce proton est né dans la première microseconde du Big Bang, comme tous les autres. Il a flotté pendant des centaines de millions d'années sous forme d'hydrogène dans le vide primordial. Puis, il a été aspiré dans un nuage de gaz qui s'effondrait sous sa propre gravité. Il s'est retrouvé au cœur d'une étoile de première génération, une étoile faite presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium. Il a fusionné avec d'autres protons, devenant partie d'un noyau d'hélium, puis de carbone, puis d'oxygène, montant la chaîne des éléments. Et quand cette étoile a explosé en supernova, dans les dernières millisecondes, sous un bombardement de neutrons d'une intensité inconcevable, ce proton s'est retrouvé capturé dans un noyau de fer. Et ce noyau de fer a voyagé dans l'espace interstellaire pendant peut-être 2 milliards d'années, seul, dans le noir, dans le froid, jusqu'à ce qu'il soit capturé par le nuage qui allait former notre système solaire. Il s'est retrouvé dans la Terre en formation, dans les profondeurs du manteau terrestre. Des milliards d'années plus tard, un volcan l'a ramené à la surface. L'érosion l'a emporté dans une rivière, puis dans l'océan. Un organisme marin l'a absorbé. Et de fil en aiguille, de cycle en cycle, de vie en vie, il s'est retrouvé dans la nourriture que tu as mangée hier. Et maintenant, il est dans ton sang, transportant l'oxygène vers tes cellules, te maintenant en vie. Un proton de 13 milliards 800 millions d'années, forgé dans une supernova, qui fait maintenant partie de toi. Mais voilà la question que personne ne pose. La question qui m'a obsédé pendant des mois. Si le proton est aussi stable, s'il peut littéralement durer plus longtemps que l'univers, pourquoi? Pourquoi le proton ne se désintègre-t-il pas? Qu'est-ce qui le protège contre la mort?
La réponse est l'une des plus belles symétries de toute la physique, et la comprendre changera ta façon de voir la réalité. Voilà le concept clé en physique. Chaque symétrie des lois de la nature correspond à une loi de conservation. Ça s'appelle le théorème de Noether, d'après Emmy Noether, la mathématicienne allemande qui l'a démontré en 1918. Et c'est probablement le théorème le plus important qu'on ne t'a jamais enseigné à l'école. Laisse-moi t'expliquer. Si les lois de la physique sont les mêmes aujourd'hui et demain, le temps a une symétrie. Et ça signifie que l'énergie se conserve. Si les lois de la physique sont les mêmes ici et là-bas, l'espace a une symétrie. Et ça signifie que la quantité de mouvement se conserve. Chaque symétrie égale une loi de conservation. Et voilà ce qui est stupéfiant. Le proton est protégé par une loi de conservation. Ça s'appelle la conservation du nombre baryonique. Les baryons sont des particules faites de 3 quarks. Les protons et les neutrons sont des baryons. Et dans chaque interaction que nous avons observée, le nombre baryonique total se conserve. Le proton a un nombre baryonique de plus 1. Le neutron a un nombre baryonique de plus 1. Les antiquarks ont un nombre baryonique négatif. Et jamais nous n'avons vu une réaction où le nombre baryonique total changerait. Ça signifie que le proton ne peut pas simplement disparaître, ne peut pas se transformer en particules plus légères, parce que toutes les particules plus légères ont un nombre baryonique de 0. L'électron, nombre baryonique 0. Le photon, nombre baryonique 0. Le neutrino, nombre baryonique 0. Pour que le proton se désintègre, il faudrait qu'il se transforme en particules qui donnent un nombre baryonique total de 0. Et ça viole la conservation du nombre baryonique. Le proton est un prisonnier d'une loi de conservation. Mais voilà le rebondissement. Dans les années 70, les physiciens ont développé quelque chose qu'on appelle les théories de grande unification, ou GUT en anglais. L'idée était d'unifier les 3 forces non gravitationnelles, électromagnétique, nucléaire faible, nucléaire forte. Et ces théories prédisent que le nombre baryonique ne se conserve pas aux très hautes énergies. Elles prédisent que le proton, oui, peut se désintégrer, juste avec un temps de demi-vie de 10 puissance 34 ans, ou peut-être 10 puissance 36, selon la théorie spécifique. Alors, les physiciens ont décidé de vérifier. Ils ont construit des détecteurs géants, des cuves avec 100 000 tonnes d'eau ultra pure, entourées de photomultiplicateurs, enfouis profondément sous terre pour bloquer les rayons cosmiques. L'idée ? Si tu mets suffisamment de protons dans un détecteur et que tu attends suffisamment longtemps, statistiquement, tu devrais en voir au moins un se désintégrer. Super Kamiokande, au Japon, 50 000 tonnes d'eau ultra pure, 11 200 photomultiplicateurs, 1000 mètres sous terre, en attente, observant, surveillant chaque proton. Et après 30 ans de données, rien. Pas un seul proton observé en train de se désintégrer. Ce qui signifie que la demi-vie du proton est d'au moins 10 puissance 34 ans, peut-être beaucoup plus, peut-être l'infini. Et si tu viens de penser, attends, ça veut dire que les théories de grande unification sont fausses. Peut-être. Ou peut-être que la demi-vie est encore plus longue que ce qu'on pensait. Ou peut-être que le proton se désintègre par un canal différent de celui qu'on cherche. C'est la frontière de la physique, là où les théories se heurtent à la réalité, là où on pense tout comprendre, et l'univers dit « Haha, non ».
Parlons maintenant de ce que nous ne comprenons pas sur le proton, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Malgré 70 ans de recherche, malgré des milliers de physiciens qui y travaillent, malgré des supercalculateurs simulant chaque interaction, il reste des secrets. Et le plus grand de tous s'appelle le problème du rayon du proton. En 2010, des physiciens en Suisse, au Paul Scherrer Institute, ont mesuré la taille du proton avec une nouvelle méthode. Au lieu d'utiliser des électrons, ils ont utilisé des muons. Les muons sont comme des électrons, mais 200 fois plus lourds. Et quand ils ont mesuré le rayon du proton avec des muons, ils ont obtenu un résultat différent. 4% plus petit que toutes les mesures précédentes. 4%, ça ne semble pas beaucoup. Mais en physique de précision, 4%, c'est un gouffre. C'est comme mesurer la distance jusqu'à la Lune et obtenir des résultats qui diffèrent de 15 000 km selon la méthode. Et ça a déclenché ce qu'on appelle la crise du rayon du proton. Parce que si les mesures sont correctes, ça signifie qu'il y a de la nouvelle physique, quelque chose qu'on ne comprend pas. Peut-être que les muons interagissent avec le proton différemment des électrons. Peut-être qu'il y a une cinquième force fondamentale qu'on n'a pas détectée. Peut-être que le proton change de taille en fonction de ce avec quoi il interagit. Des laboratoires dans le monde entier ont répété les expériences avec des électrons, avec des muons, avec de la diffusion d'électrons à haute énergie, et les résultats ne concordaient toujours pas. Jusqu'en 2019. De nouvelles mesures avec de meilleurs détecteurs, de meilleures corrections théoriques, et lentement, les chiffres ont commencé à converger. Il semble que le problème était une combinaison de subtilités expérimentales et de corrections théoriques mal calculées. Le rayon du proton est approximativement 0,840 et 1 femtomètre. Mais maintenant, il y a un autre problème. Ça s'appelle le problème de la masse du proton. Nous pouvons calculer la masse du proton en utilisant la QCD sur réseau. Les simulations donnent 938 mégaélectronvolts. Parfait. Ça correspond aux expériences. Mais nous ne savons pas exactement d'où vient chaque contribution. Nous avons dit que 32%, c'est l'énergie cinétique des quarks, 37% l'énergie des gluons, et ainsi de suite. Mais ces chiffres ont de grandes marges d'erreur. Et quand tu essaies de calculer des contributions plus détaillées, les équations redeviennent insolubles. Voilà le problème fondamental. La QCD est une théorie parfaite aux hautes énergies. Quand les quarks sont très proches, les équations se simplifient. La force est faible. On peut utiliser la théorie des perturbations. Ça marche magnifiquement. Mais aux basses énergies, quand les quarks sont confinés, quand les gluons interagissent fortement, les mathématiques explosent. On ne peut pas résoudre les équations analytiquement, seulement numériquement. Et les simulations numériques ont des limites. Il y a aussi le plus profond des problèmes, celui qui empêche les physiciens théoriciens de dormir. Pourquoi la QCD est-elle telle qu'elle est? Pourquoi 3 couleurs? Pourquoi 8 gluons? Pourquoi la constante de couplage fort a-t-elle la valeur qu'elle a? Si elle était un peu différente, les protons ne seraient pas stables, ou les quarks ne se confineraient pas, ou la fusion nucléaire ne fonctionnerait pas, et il n'y aurait pas d'étoiles, pas de chimie, pas de vie. C'est ce qu'on appelle le problème de l'ajustement fin. Les constantes fondamentales de la physique semblent finement réglées
pour permettre l'existence de matière complexe, change la force nucléaire forte de 5% et l'univers est stérile. Et puis, il y a un autre problème, plus technique, un que les physiciens essaient de résoudre depuis 50 ans. Ça s'appelle le problème de la lacune de masse de Yang-Mills. C'est l'un des 7 problèmes du millénaire de l'Institut Clay de mathématiques. Si tu le résous, tu gagnes $1 million. Personne ne l'a résolu. Le problème est de démontrer mathématiquement que les théories de Yang-Mills, comme la QCD, ont une lacune de masse. C'est-à-dire que la particule la plus légère a une masse positive, qu'il ne peut pas y avoir de particules sans masse dans le spectre. Nous le savons expérimentalement, c'est vrai. Les gluons sont confinés, on ne les voit jamais libres. La particule la plus légère faite de quarks, le pion, a une masse. Mais le démontrer mathématiquement, personne ne sait comment. Alors, nous voilà. Nous comprenons le proton mieux que jamais. Nous pouvons calculer sa masse, simuler son intérieur, prédire comment il interagit. Mais nous ne comprenons pas pourquoi les constantes ont les valeurs qu'elles ont. Nous ne pouvons pas résoudre les équations exactement. Nous ne pouvons pas démontrer mathématiquement des propriétés dont nous savons qu'elles sont vraies. Et il y a un dernier secret, le plus étrange de tous, que nous commençons à peine à explorer. Il a à voir avec la structure du vide quantique et avec quelque chose que les physiciens appellent le condensat de quarks. Le vide quantique n'est pas vide, on l'a déjà dit. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est à quel point il est plein. Il s'avère que le vide a une structure. Quand la QCD se refroidit aux basses énergies, quand la force nucléaire forte devient dominante, le vide développe quelque chose qu'on appelle un condensat de quarks. Des paires quarks-antiquarks qui existent dans un état quantique cohérent remplissant tout l'espace. Même en dehors des protons, le vide lui-même est rempli de fantômes quantiques, de paires virtuelles qui ne sont pas tout à fait réelles, mais pas tout à fait irréelles non plus. Et voilà ce qui est dingue. Ce condensat de quarks dans le vide affecte la masse de toutes les particules. Les quarks nus, sans le condensat, n'ont quasiment pas de masse. Le quark up pèse seulement 2 mégaélectronvolts. Le quark down pèse 4 mégaélectronvolts. Mais quand ils interagissent avec le condensat du vide, quand ils s'habillent de paires virtuelles, leur masse effective augmente. La pensée que le vide a des propriétés physiques, que le néant a une structure, va à l'encontre de toute intuition humaine. En gros, le vide quantique se comporte comme un milieu, comme de l'eau. Quand une particule se déplace à travers l'eau, elle subit une résistance. Quand une particule se déplace à travers le vide quantique, elle subit le condensat de quarks et ça lui donne de la masse. Et puis, il y a la topologie du vide de la QCD. Le vide n'est pas unique. Il existe une infinité de vides différents, des états qui ont la même énergie, mais des configurations topologiques différentes, comme des vallées séparées par des montagnes dans un paysage énergétique. Et le vide quantique peut tunneler entre ces états. On les appelle des instantons. Les instantons sont des configurations des champs de gluons qui existent pendant un temps infinitésimal. Ils relient différents vides et ont des effets mesurables sur la physique du proton. Ils contribuent au spin, influencent les masses des particules, brisent certaines symétries. Mais voilà le problème. Nous ne savons pas exactement combien ils contribuent. Nous ne pouvons pas les calculer précisément. Ce sont des effets non perturbatifs au-delà de la portée de nos mathématiques actuelles. Et puis il y a le problème θ du vide.
l'un des plus profonds mystères de la QCD. Les équations de la QCD ont un paramètre libre. Il s'appelle θ. Il pourrait avoir n'importe quelle valeur entre 0 et 2π. Et différentes valeurs de θ correspondent à des théories différentes, des univers physiquement distincts. La valeur de θ dans notre univers est inférieure à 10 puissance moins 10, essentiellement 0. Pourquoi? Personne ne le sait. Si θ était différent, ça briserait la symétrie CP, la symétrie entre matière et antimatière, et ça aurait des conséquences observables. Le neutron aurait un moment dipolaire électrique. On l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Ce qui signifie que θ est extrêmement petit. Mais pourquoi? C'est le problème CP fort. Et la solution proposée la plus populaire implique une particule hypothétique, l'action, une particule que nous n'avons jamais détectée, qui pourrait constituer la matière noire, ou qui pourrait ne pas exister du tout. 50 ans de recherche. Rien. Alors récapitulons. Nous comprenons le proton, nous connaissons sa structure, 3 quarks, des gluons, une mer de quarks virtuels. Nous pouvons calculer sa masse, prédire ses propriétés. Mais nous ne savons pas pourquoi les constantes ont les valeurs qu'elles ont. Nous ne pouvons pas résoudre les équations exactement. Il y a des effets topologiques que nous ne comprenons pas. Des paramètres libres sans explication. Le proton est simultanément la particule la mieux comprise et la plus mystérieuse. Et ça, c'est la beauté de la physique. D'accord, j'ai besoin qu'on fasse une pause. Parce que je sais qu'après tout ça, ta tête est probablement en train d'exploser. On est allé des atomes aux quarks, des particules au champ, du concret à l'abstrait. Et peut-être que tu te demandes maintenant, qu'est-ce que tout ça signifie? Laisse-moi te dire ce que ça signifie pour moi. Quand j'ai commencé mes recherches pour ce sujet, je pensais que le proton était simple. 3 quarks, quelques gluons, terminé. Mais plus je creusais, plus je lisais d'articles, plus je parlais à des physiciens, plus je réalisais quelque chose de fondamental. Nous ne comprenons pas la réalité aussi bien que nous le croyons. Et je ne dis pas ça de façon mystique, je le dis littéralement. La particule la plus simple de l'univers, le proton, contient des secrets que nous essayons de résoudre depuis 50 ans. Le vide quantique, nous ne comprenons pas pourquoi il a l'énergie qu'il a. Le confinement des quarks, nous ne pouvons pas le démontrer mathématiquement. La masse du proton, nous pouvons la calculer, mais nous ne comprenons pas entièrement chaque contribution. Et ça m'amène à une réalisation profonde. La science n'est pas un ensemble de réponses. C'est un processus qui pose de meilleures questions. Et le proton nous enseigne l'humilité. Parce que, regarde, nous avons construit le grand collisionneur de hadrons au CERN, à la frontière franco-suisse, une machine avec une circonférence de 27 km, qui passe sous les champs du pays de Gex et les vignobles du Genevois. Des milliers de scientifiques, dont des équipes entières du CNRS, du CEA, de l'IN2P3, ont contribué à sa construction et à son exploitation. Des décennies de travail. Pourquoi faire? Étudier les collisions de protons, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous avons appris tellement. Le 4 juillet 2012, dans l'amphithéâtre principal du CERN, l'annonce est tombée. Le boson de Higgs avait été observé. Des physiciens pleuraient dans la salle. Des décennies de théories, des milliards d'euros d'investissement, des milliers de carrières dédiées à cette quête. Et enfin, la confirmation. Nous avons confirmé le modèle standard,
mesurer les propriétés des quarks avec une précision sans précédent. Mais chaque réponse génère de nouvelles questions. Pourquoi le Higgs a-t-il la masse qu'il a? Pourquoi y a-t-il 3 générations de quarks? Qu'est-ce que la matière noire? Qu'est-ce que l'énergie sombre? Pourquoi y a-t-il plus de matière que d'antimatière? Et voilà ce qui me sidère vraiment. Tout ce que nous avons découvert, toute la physique des particules, toute la QCD, ne décrit que 5% de l'univers. 5% qui sont de la matière normale. Les 95% restants, nous n'en avons pas la moindre idée. Matière noire, 25%. Énergie sombre, 70%. Et la seule chose que nous savons avec certitude, c'est qu'elles ne sont pas faites de protons. Elles n'interagissent pas avec les protons. Elles n'émettent pas de lumière. Elles n'absorbent pas de lumière. Elles existent juste, exerçant de la gravité, causant l'expansion de l'univers. Alors pense-y. Nous avons passé 120 minutes à explorer le proton, la particule qui définit la matière. Et il s'avère que la matière que nous comprenons est une infime fraction du contenu total de l'univers. Nous sommes l'exception, pas la règle, mais voilà la chose. Ces 5%, ces 5% de matière normale, c'est ce qui permet la complexité. La matière noire ne peut pas former de structures complexes. Elle n'interagit pas avec elle-même suffisamment. Elle ne crée que de gros amas, des halos galactiques, des filaments cosmiques, mais pas d'atomes, pas de molécules, pas de chimie, pas de vie. Seule la matière normale, protons, neutrons, électrons, peut le faire. Et la raison pour laquelle elle peut le faire, c'est la force nucléaire forte, le confinement des quarks, la stabilité du proton. Sans le proton, l'univers serait ennuyeux. Juste de la matière noire flottant dans le vide. Pas d'étoiles, pas de lumière, pas de complexité, pas de conscience, rien qui puisse se demander de quoi je suis fait. Mais l'univers a choisi d'avoir des protons, et ce choix a tout rendu possible. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à quelque chose. L'univers observable a un rayon de 46 milliards d'années-lumière. C'est 4,3 fois 10 puissance 26 mètres. Le proton mesure un femtomètre, 10 puissance moins 15 mètres. La différence d'échelle est de 10 puissance 41. 41 ordres de grandeur. 1 suivi de 41 zéros. Et voilà ce qui est stupéfiant. Les lois physiques qui gouvernent le proton sont les mêmes que celles qui gouvernent les galaxies. La conservation de l'énergie fonctionne dans le proton et dans l'univers entier. La relativité décrit des particules se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière et décrit les trous noirs. La mécanique quantique décrit les quarks et décrit les atomes et les molécules. Il y a une unité dans les lois de la physique, du plus petit au plus grand. Et ça, c'est profondément mystérieux. Pourquoi les mêmes lois devraient-elles s'appliquer à toutes les échelles? Pourquoi l'univers devrait-il être mathématiquement cohérent? Personne ne le sait. Et tu sais quoi? Peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais il y a quelque chose que nous savons, quelque chose que nous pouvons affirmer avec une certitude absolue. Le proton existe en ce moment même dans ton corps, dans les étoiles, dans chaque atome de l'univers. Et il continuera d'exister longtemps après que toi et moi serons morts. Longtemps après que la Terre aura été engloutie par le Soleil. Longtemps après que le Soleil se sera éteint. Dans 1000 milliards d'années, toutes les étoiles s'éteindront. L'univers sera sombre. Dans 10 puissance 14 ans, les galaxies se dissiperont.
il ne restera que des trous noirs. Dans 10 puissance 100 ans, même les trous noirs s'évaporeront, rendant leur masse à l'univers sous forme de rayonnement de Hawking, photon par photon, pendant des durées qui dépassent toute compréhension humaine. Juste du rayonnement froid dans une expansion infinie. Et les protons. Les protons seront toujours là, flottant dans le vide, immortels, témoins silencieux de la fin de tout. À moins que le vide quantique ne soit pas stable, il y a une possibilité théorique terrifiante que notre vide, l'état d'énergie minimal des champs quantiques, ne soit pas le vrai minimum, que ce soit un faux vide, une vallée locale dans le paysage énergétique, mais qu'il existe une autre vallée plus profonde, le vrai vide. Et si l'univers tunnelait quantiquement vers cet état, si un tel changement de phase se produisait, tout changerait. Les constantes physiques se modifieraient, la force nucléaire forte changerait, les protons cesseraient d'être stables et toute la matière se désintégrerait. Une bulle de vrai vide s'étendrait à la vitesse de la lumière, engloutissant l'univers, détruisant tout sur son passage. Pas d'avertissement, pas de moyen de l'arrêter. Un jour, tu cesserais simplement d'exister. Selon nos meilleurs calculs, le vide dans notre univers est dans un état métastable. Pas complètement stable, mais la probabilité de transition est si basse que le temps attendu avant que ça se produise est bien supérieur à l'âge de l'univers. Peut-être 10 puissance 100 ans. Peut-être l'infini. On n'est pas sûr. Mais cette même fragilité, cette incertitude du vide quantique, c'est ce qui rend l'existence précieuse. Parce que rien n'est permanent. Pas même le vide de l'espace, pas même les lois de la physique. Tout est contingent. Tout aurait pu être différent. Et pourtant, nous sommes là, dans un univers avec des protons stables, avec des atomes, avec de la chimie, avec de la vie, avec de la conscience, capables de nous demander de quoi nous sommes faits et de trouver des réponses. Maintenant, je veux que tu comprennes encore une chose, la plus importante de toutes. Pendant 120 minutes, nous avons exploré le proton. Nous sommes allés des atomes aux quarks, des particules au champ quantique, du concret à l'abstrait. Et tout ça est réel, expérimentalement confirmé, mathématiquement rigoureux, scientifiquement solide. Mais il y a quelque chose que la science ne peut pas capturer, quelque chose que les équations ne peuvent pas décrire. L'émerveillement, le sentiment de stupéfaction, quand tu comprends vraiment que tu es fait d'étoiles, la connexion émotionnelle avec le cosmos, la réalisation que ton existence est à la fois infiniment petite et cosmiquement significative parce que tu es la façon dont l'univers se contemple lui-même. Sans conscience, l'univers serait juste de la matière en mouvement, des protons s'entrechoquant dans le vide, sans signification, sans but, sans beauté. Mais tu existes, et avec ton existence vient le sens. Voilà le secret ultime. L'univers n'a pas de conscience, mais toi, oui. Et ça fait de chaque instant de ta vie un miracle. 13 milliards 800 millions d'années d'évolution cosmique. Des générations d'étoiles vivant et mourant. Des milliards d'années d'évolution biologique. Tout devait se passer exactement comme ça s'est passé pour que tu sois là, maintenant, en train d'écouter ceci, en train de comprendre. La probabilité de ton existence est infiniment petite et pourtant tu es là. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas du design. C'est le résultat inévitable des lois de la physique se jouant pendant des milliards d'années. Mais ça ne le rend pas moins miraculeux.
En fait, ça le rend davantage, parce que ça signifie que tu es l'univers faisant l'expérience de lui-même. Alors maintenant, regarde ta main à nouveau. Lève-la, regarde-la. Qu'est-ce que tu vois? Avant cette exploration, tu voyais de la peau, des os, de la chair, de la matière solide. Mais maintenant, tu connais la vérité. Tu vois 145 000 trilliards de protons. Chacun avec 3 quarks dansant à des vitesses relativistes. Chacun avec des dizaines de gluons qui s'échangent. Chacun avec une mer de particules virtuelles bouillonnant à l'intérieur. Chacun un univers miniature. Ces protons existent depuis 13 milliards 800 millions d'années. Ils ont voyagé à travers l'espace et le temps, traversé le cœur des étoiles, survécu à des supernovae, flotté dans le vide interstellaire. Et maintenant, ils sont là, dans ta main, te constituant, te donnant l'existence, te permettant de penser, te permettant de ressentir, te permettant de t'interroger sur l'univers. Et ça, c'est la plus belle chose de toutes, parce qu'au cours des prochaines années, les atomes de ton corps seront remplacés. Tous les 7 ans environ, tu as essentiellement un nouveau corps, de nouveaux atomes, de nouveaux protons. Mais toi, tu es toujours toi, parce que tu n'es pas les atomes, tu es le motif. Tu es l'information, la configuration, l'organisation de ces protons en quelque chose qui peut penser et ressentir. Et ce motif est précieux, unique, irrépétable. Quand j'ai commencé ce sujet, je pensais faire un documentaire sur la physique des particules, sur les quarks et les gluons et les équations. Et c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai aussi fait quelque chose de plus. J'ai fait une lettre d'amour à l'existence. Parce que plus tu apprends sur l'univers, plus tu comprends la physique, plus tu réalises à quel point il est extraordinaire que quelque chose existe. Que tu existes. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras insignifiant, la prochaine fois que tu penseras que tu ne comptes pas, rappelle-toi ceci. Tu es fait des particules les plus stables de l'univers. Des protons qui ont survécu depuis le Big Bang, qui ont vu des galaxies naître et mourir, qui ont voyagé sur des distances inimaginables, juste pour être là, te constituant. Tu n'es pas insignifiant. Tu es l'univers devenant conscient de lui-même. Tu es 13 milliards 800 millions d'années d'évolution cosmique. Tu es de l'énergie pure prenant forme. Tu es un miracle. Et tous ces protons dans ta main continueront d'exister quand tu ne seras plus là. Ils passeront dans d'autres formes, d'autres vies, continueront dans un cycle éternel, parce que les protons sont immortels. Et une partie de toi l'est aussi. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, de l'atome au quark, du visible à l'invisible, du connu au mystérieux. Nous avons exploré le cœur de la matière et nous avons découvert que le cœur de la matière, c'est nous. Maintenant, va. Regarde le monde avec des yeux neufs, parce que maintenant tu connais le secret. Tu sais de quoi tu es vraiment fait. Tu es de la poussière d'étoiles. Tu es de l'énergie. Tu es le cosmos se contemplant lui-même. Et ça change tout.